Depuis la nuit des temps, une créature mystérieuse dotée de talents multiples et extraordinaires parcourt la Terre. Selon la partie du monde dans laquelle elle évoluait, cette créature joue un rôle primordial dans la religion, la culture et l'histoire de l'homme comme aucune autre. Son territoire était si vaste et sa population si importante que personne ne pouvait les dénombrer. On la craignait, la vénérait et de manière générale on l'aimait. Mais le rôle qu'elle joua à l'époque tombe maintenant peu à peu dans l'oubli. Son monde est en train de disparaître et son existence même est menacée. Maybe 100 years ago, in Thailand, Il y a 100 ans, il y avait bien plus de 100 000, peut-être même 200 000 éléphants en Thaïlande. Aujourd'hui, il n'en reste que 2800 en captivité et 1200 à l'état sauvage. L'un dans l'autre, nous pouvons parler de plus ou moins 4000 éléphants. Voici Nong Mai, un de ces 4000 éléphants demeurant sur le territoire thaïlandais. Elle a 6 ans et est amenée chaque jour pour travailler en ville. Elle est éléphant mendiant. C'est un des seuls moyens pour elle de survivre aujourd'hui. Triste constat, lorsque l'on pense qu'il y a 1000 ans, on employait des milliers de ces bêtes extraordinaires pour construire la civilisation thaïlandaise. En temps de guerre, la Thaïlande défendit sa liberté grâce à son armée d'éléphants. Plus récemment, au cours de ces 100 dernières années, l'éléphant fut indispensable pour la bonne gestion de la forêt, car l'exploitation forestière joua un rôle important dans le développement économique du pays, créant à la fois des emplois et de la richesse sur le dos des éléphants. Malheureusement, une bonne partie de cette exploitation forestière était illégale et non contrôlée, détruisant ainsi la forêt naturelle. En 1990, cette exploitation sauvage fut strictement interdite. Mais hélas, trop tard, car la majorité des forêts étaient déjà détruites. Il ne restait plus de forêts vierges. Pour les éléphants, il s'agissait d'un double choc, car non seulement ils avaient perdu leur habitat naturel, mais ils étaient aussi mis au chômage. Les temps changent et l'éléphant a dû s'adapter à un nouvel environnement et une nouvelle industrie, le tourisme. À peu près 1500 éléphants travaillent dans cette industrie aujourd'hui, mais la nature même de leur travail est difficile. Ils sont bien souvent obligés de se prêter à des actions inhabituelles. C'est le cas de Nong Mai et de ses collègues. Ils travaillent chaque nuit, errant sans cesse dans les rues de la ville, à la recherche de canne à sucre. Il arrive qu'un éléphant qui a passé toute sa vie avec les êtres humains, sans aucun contact avec d'autres éléphants, perde complètement son identité. Il ne sait même pas qui il est, car il se croit humain. L'éléphant est donc en danger. Très loin de son environnement naturel, il est perdu dans le nôtre. L'éléphant asiatique est loin de ses origines et de ses racines. Mais quel était son rôle à l'origine? Son rôle avant l'arrivée des hommes? Avait-il une fonction réelle et vitale, évoluant pendant des millions d'années? En fait, l'éléphant joue un rôle indispensable pour le bien-être de la flore, de la faune et de toute la végétation. C'est l'ouvrier forestier par excellence. Un géant qui ne fait que de s'occuper de son habitat naturel. Et c'est pour cette raison qu'il y avait tant de belles forêts tropicales en Asie, car l'éléphant les a travaillées depuis 20 millions d'années.
Malheureusement, la plupart des forêts qui couvraient la Thaïlande ont disparu. Or, ces forêts jouaient un rôle clé dans la gestion des eaux, limitant les inondations, créant la stabilité climatique et favorisant la biodiversité. Ce lien privilégié entre éléphants et forêt est brisé. Voilà les deux grands problèmes, les éléphants et la forêt, deux chantiers de taille. Puisqu'ils furent tant liés, pourquoi ne pas tenter de résoudre ces deux problèmes conjointement ? Une idée est née, organiser un retour progressif des éléphants dans la forêt. Retour qui aurait un impact très bénéfique sur la santé de cette dernière. C'est le sens même de la durabilité. Un défi énorme, mais peut-être pas impossible. Sa Majesté le roi de Thaïlande a soutenu dès le début cette idée. Il avait remarqué que lorsque ces éléphants royaux quittent le palais pour leurs escapades annuelles dans la forêt, ils étaient en bien meilleure santé à leur retour. Dans les années 1990, donc, Sa Majesté la Reine Sirikit releva le défi, convaincue de la nécessité d'entamer un programme qui avait deux objectifs, restaurer l'habitat forestier et rendre les éléphants et d'autres animaux à leur environnement naturel. C'était la première fois qu'un programme aussi vaste était tenté dans le pays. En 2002, la Fondation pour la réintroduction des éléphants a vu le jour. 3 réserves naturelles ont été créées. Elles représentent pas moins de 182 000 hectares de forêts protégées. Et puisque les terres appartenaient au ministère des Forêts et des Ressources naturelles, son soutien et sa collaboration furent primordiaux. Dans une de ces réserves protégées, Sublanka, au cœur de la Thaïlande, des frontières naturelles empêchent les éléphants de sortir de ses limites. Depuis la préhistoire, les éléphants habitent ces forêts, bien avant l'arrivée de l'homme, qui n'a fait que détruire l'écosystème. Mais en 1986, une réserve naturelle fut créée par le gouvernement. Depuis lors, la forêt se régénère naturellement. Aujourd'hui, elle représente un habitat idéal pour près de 24 éléphants. Mais pour réussir le retour des éléphants en forêt, il faut un programme bien conçu. Un programme composé de 3 éléments indispensables. Une terre, ayant la capacité de fournir aux éléphants une alimentation et de l'eau en quantité suffisante, aussi bien pendant la saison des pluies que pendant la saison sèche, et des gens compétents et dévoués qui vont veiller sur les éléphants et la forêt. Des gens comme ceux-ci, et qui furent dans leur vie précédente des maouts, le nom que l'on donne à ceux qui dressent les éléphants, s'en occupent et les font travailler. Ces gens sont les seuls à avoir l'expérience de toute une vie passée avec ces mastodontes. Et en 3e lieu, bien sûr, il faut des éléphants. Mais tous les éléphants ne peuvent supporter ce voyage vers leur environnement traditionnel, vers une nouvelle vie sans humains. La responsabilité principale de ces gardiens est de veiller sur le quotidien des éléphants et de s'assurer de leur santé. De plus, ils suivent leur progrès et leur capacité à s'adapter à cette nouvelle vie au cœur de la forêt. Le travail d'un maout n'est pas facile, car malgré leur taille, les éléphants sont capables de se fondre dans la végétation, très discrets. Ils peuvent passer inaperçus entre les arbres et la flore tropicale. Les suivre, lorsqu'ils empruntent des pistes dans la jungle, est difficile pour les hommes. Une fois de retour dans leur habitat naturel, il ne leur faut pas longtemps pour se réadapter. Something that we know, for example, Nous avons observé par exemple que les éléphants qui vivent en ville ne savent plus ce qu'est un régime équilibré et bien adapté pour eux, car ils ont passé trop de temps avec les êtres humains. Par contre, une fois de retour à la forêt, ils apprennent très rapidement. Ils emploient leur trompe pour trouver la nourriture et grâce à leur mémoire prodigieuse, ils retrouvent ce qui est bon pour eux, adaptant tout naturellement leur régime à la saison sèche ou à la mousson. Si quelqu'un me demandait de construire une machine pour entretenir parfaitement la forêt, le résultat serait un éléphant en acier. Les éléphants sont à la fois les gardiens
et les jardiniers de l'écosystème de la forêt. Pour maintenir une flore et une faune équilibrées, rien de tel que ces bêtes magnifiques, car elles passent la plus grande partie de leur temps à manger. Au moins 300 kilos de végétation et 200 litres d'eau par jour. Et leur appétit impressionnant ne fait pas que les nourrir. Il y a un autre résultat très important, la diffusion naturelle des graines. La nature dispose donc d'une machine extraordinaire pour s'occuper de la forêt. Une machine entièrement naturelle qui sème des graines tout en fabriquant de l'engrais naturel pour que la forêt se régénère au fil des saisons. Et alors, les plantes grandissent. Elles deviennent trop hautes et les éléphants coupent l'herbe et transforment l'herbe en engrais. De plus, les graines ingurgitées par les éléphants font partie de cette bouse nourrissante lorsqu'elles tombent par terre à des kilomètres d'où elles ont été prises. Pour certaines plantes, l'éléphant est l'unique manière de disséminer et de distribuer leurs graines et ainsi contribuer à maintenir en vie une forêt saine et durable. Mais ce n'est pas tout. Ils enlèvent les branches mortes. Ils creusent des trous d'eau pour eux et pour d'autres, et ils créent des pistes. Ce faisant, ils entretiennent et ils bâtissent l'habitat pour les autres résidents qui partagent la forêt avec eux. Sans les éléphants, la diversité si importante à la santé de la forêt serait perdue. Mais comment se fait-il que ces éléphants qui ont vécu toute leur vie en captivité sachent d'instinct comment trouver un régime alimentaire sain dans leur nouvel environnement? Si l'on compare le cerveau d'un éléphant à celui d'un être humain, on constate que les deux démontrent une répartition similaire. Ceci est le cortex, la partie responsable pour la mémoire, pour l'apprentissage, le comportement et les émotions. Les plis dans les cerveaux des éléphants nous montrent de manière très claire qu'ils disposent d'une bonne mémoire, d'une grande capacité d'apprendre et d'une intelligence redoutable. Ce cerveau, si massif et si bien développé, pourrait expliquer pourquoi, à l'état sauvage, les éléphants vivent en famille, communiquent entre eux et disposent de plusieurs façons d'exprimer leurs émotions. A contrario, les éléphants qui ont vécu en captivité semblent créer des relations différentes, des liens d'expérience plutôt que des liens de famille. Prenez le cas de Tawan, un jeune mâle qui a été donné à la fondation. Il tente une expérience quasi unique pour un éléphant, car il n'a aucune idée de ce nouveau monde, sauf peut-être dans une mémoire lointaine de son immense cerveau. Imaginez un instant le défi pour un éléphant tel que Tawan, libre de se retrouver dans une forêt qu'il n'a jamais connue. La seule arme dont il dispose est éventuellement composée de profonds instincts. C'est à lui maintenant de tenter sa chance et de réapprendre ce nouveau monde qui est le sien. Il est en pleine forme. Pendant la première semaine dans la forêt, nous allons l'observer de près. Progressivement, il s'adapte à son nouvel environnement, aux odeurs étranges et aux nouveaux délices si bons à manger. Avant de rencontrer les autres éléphants, l'équipe vétérinaire l'examine de près afin de s'assurer qu'il est au meilleur de sa forme. C'est la première étape pour tous les éléphants que l'on amène ici. Ils prélèvent également des échantillons afin d'effectuer les analyses d'ADN et chaque éléphant est identifié grâce à une puce électronique.
Cette information va se retrouver par la suite dans une base de données dans laquelle figure le profil physique et médical de chaque éléphant. Car il y a un autre objectif, plus stratégique. À terme, le programme cherche à créer une carte qui trace la diversité génétique des éléphants en Thaïlande pour pouvoir mieux les protéger. Ces éléphants de la réserve sont en bonne santé et sont prêts à être libérés. Mais tous les éléphants n'ont pas une telle chance. Heureusement pour l'un d'entre eux, son destin va changer radicalement aujourd'hui. Vous vous rappelez de Nong Mai, le mendiant? Aujourd'hui, elle ne va plus au travail, car la fondation a pu l'acheter à ses propriétaires. Aujourd'hui, elle entreprend le voyage à Sublanka pour commencer une nouvelle vie dans la forêt avec d'autres éléphants. Je me rappelle lorsque Nong Mai est arrivé ici l'année dernière. Le personnel l'avait mise à côté d'un autre éléphant qui s'appelle Ponpan pour observer de près sa réaction. Est-ce que Nong Mai aimait son nouveau petit collègue? Première bonne nouvelle, elle ne l'a pas attaqué, bien au contraire. Tous deux donnaient l'impression d'être très heureux ensemble. Ponpan, lui aussi, vient d'une autre vie. Une vie où il travaillait avec des touristes. Il est arrivé au sanctuaire quelques semaines avant Nong Mai. Depuis leur rencontre, ils ne se quittent plus. Aujourd'hui, le comportement de Nong Mai est plutôt celui d'un éléphant libre et sauvage. Elle n'arpente plus les rues de la ville pour y vendre de canne à sucre. Les deux éléphants sont inséparables. Ponpan protège Nong Mai et réagit comme une mère pour lui. Ils apprennent mutuellement l'un de l'autre tout en s'adaptant à cette nouvelle vie, libre dans la forêt. Selon la culture thaï et ses croyances majoritairement bouddhistes, libérer un éléphant, c'est rendre hommage au roi et à la reine. C'est la façon la plus noble de gagner du mérite dans cette vie terrestre et contribuer à une avancée karmique pour la prochaine incarnation. Le travail de la Fondation est financé par des dons qui servent à racheter les éléphants et à gérer le programme, tout en donnant du mérite aux donateurs. C'est surtout pendant les moments difficiles que l'on se rappelle de ces images émouvantes d'un couple d'éléphants qui nous quitte pour gagner la forêt pour la première fois. Nous les avons rendus libres, mais par la même occasion, nous ressentons nous aussi ce parfum de liberté et de bien-être. Beaucoup de personnes pensent qu'un éléphant en captivité ne peut pas changer, ne peut pas se réadapter à la vie de forêt. Nous, par contre, nous avons la preuve du contraire, car on l'a vu et on l'a vécu. Si, comme beaucoup, vous pensez qu'un éléphant ne peut pas réapprendre cette nouvelle vie, il suffit de venir voir pour être convaincu. Une fois libérés d'une vie où tout a été dirigé par les humains, les éléphants sont à même de faire leur propre choix. Quelle plante manger, quel chemin prendre et avec qui socialiser. Après quelques semaines, ils prennent du poids, ils sont manifestement en meilleure santé et plus heureux. Ils apprennent à vivre ensemble, même s'ils ne font pas partie de la même famille. Leur nouvel environnement est très différent des endroits touristiques dans lesquels ils ont vécu avant. Ici, il n'y a pas de touristes et très peu d'interactions humaines. Et dans la forêt, ces éléphants créent leurs propres groupes sociaux et établissent des liens, tout comme les éléphants sauvages. Ces liens perdurent jusqu'à la mort. Lorsqu'un éléphant décède ici, à la réserve, il est de coutume que les moines prient pour l'esprit de l'éléphant défunt. On amène les autres éléphants à cette cérémonie pour qu'ils puissent à leur tour honorer la mémoire de leur compagnon décédé. C'est exactement le même comportement que l'on observe chez les éléphants sauvages. En fait, il y a beaucoup de points de comparaison entre les éléphants et nous, humains. Une capacité de mémoire formidable, des relations entre eux qui durent des années et tout un rituel autour de la mort. Et tout comme nous,
il est évident que les éléphants souffrent quand il y a une tragédie dans leur vie. Cisacorn est l'un des éléphants les plus sauvages, les plus fous et méchants en Thaïlande. Lorsqu'il a été trouvé, il n'avait qu'1 ou 2 ans. Il était clair que sa maman avait été tuée par un braconnier. Malheureusement, ceci est une pratique courante. On tue la mère pour prendre le bébé. Afin de défendre sa maman, Cisacorn s'était mis en colère et avait attaqué le braconnier qui, lui, à son tour, avait tiré sur le jeune éléphant. En apprenant cette triste histoire, la reine demanda qu'on l'amène à l'hôpital vétérinaire pour qu'il retrouve une santé. C'était vraiment une catastrophe. En tout, on a retrouvé 35 balles dans son corps. Notre équipe de vétérinaires a pu enlever la grande majorité, mais pas toutes. Lorsqu'il voyait des hommes, il avait toujours très peur et avait perdu confiance. Il avait non seulement perdu sa mère, mais aussi un de ses amis, tué devant ses propres yeux. C'est pour cette raison qu'il a peur des hommes. Cela fait maintenant 6 ans, et peu à peu, on constate qu'il est moins traumatisé. Il commence à tolérer les gens et permet qu'ils s'approchent. Il aura fallu plus de 6 ans pour gagner sa confiance. Mais chaque jour, les progrès sont là. Malheureusement, son histoire est courante. Des éléphants en souffrance à cause des hommes, et il y en a beaucoup en Thaïlande. Nous savons qu'ils sont parfaitement conscients et font preuve d'une empathie presque humaine. C'est peut-être pour cela que l'on dit que les éléphants n'oublient jamais. Mais que se passe-t-il avec un éléphant qui aimerait oublier? Sur le plan historique, les éléphants ont joué un rôle capital dans la protection du pays. Par contre, nous, êtres humains, nous avons très peu réfléchi au sort de ces créatures magnifiques, malgré la dette que nous avons envers eux. Donc avant la disparition des éléphants sur cette terre, j'aimerais dire à tous ceux qui contribuent à notre travail qu'il est nécessaire de les réintégrer à leur environnement naturel. Ce serait vraiment la meilleure chose pour eux. Chaque heure de la journée, une espèce disparaît à tout jamais de la Terre. Et cet appauvrissement de la biodiversité a un impact négatif sur notre vie, sur nous, êtres humains. Car à l'avenir, il y aura un moment où l'environnement sera tellement fragilisé qu'il y aura des conséquences négatives pour nous tous. Chaque espèce, végétale ou animale, grande comme des éléphants ou petite comme une orchidée, est précieuse et doit être impérativement conservée. Car sans cette biodiversité riche et variée, nous et toute la planète serions en danger. มนุษย์ของเราก็จะแตกสลายไปพร้อมๆกับโลกใบนี้ครับ
Dans le monde naturel, dans son écosystème, l'éléphant est l'espèce clé. Sa présence est l'indicateur d'une forêt en bonne santé. Avec tous les autres animaux, il joue un rôle indispensable pour l'environnement. Et tout comme le battement des ailes d'un papillon sur l'île tropicale peut avoir un impact inattendu à des milliers de kilomètres de là, il est important de se rendre compte de l'interdépendance qui existe entre toutes les espèces sur la planète. En ce qui nous concerne, notre travail doit être vu comme un point de départ motivant pour que d'autres tentent la même chose avec d'autres espèces en danger. C'est notre désir le plus profond. Après 10 ans de travail dans la forêt, voici la récompense. Des potrons minés, un très heureux événement. Jaruni, qui travaillait jadis dans l'industrie touristique, vient de mettre au monde une petite fille, à 3 heures du matin, le 17 avril. Ce bébé est le premier-né dans la forêt de Sublanka, de parents ayant été réintroduits à la vie en forêt. La période de gestation pour un éléphant est la plus longue de tous les animaux, 22 mois. Dès sa naissance, son cerveau est pleinement développé et dès ses premières heures sur Terre, on peut constater qu'il a déjà les compétences nécessaires pour survivre. Avec un peu d'assistance de sa mère, Jaruni va apprendre comment se servir de sa trompe. Tout comme nous, apprendre de nos aînés fait partie des coutumes de la vie d'un éléphant. Bientôt, elle sera capable d'explorer la forêt avec sa nouvelle famille étendue. Cet enfant de la nature pourrait faire partie d'une nouvelle génération d'éléphants qui ont peut-être une mémoire lointaine de leur vie avec les humains, mais qui ont eu la chance d'avoir été rendus à leur environnement naturel, prêts à jouer leur rôle dans la préservation de l'écosystème de la forêt. Force est de constater que la population d'éléphants sauvages en Asie diminue de jour en jour, parce que leur environnement naturel est aussi en train de disparaître. Malheureusement, en captivité, la mortalité des éléphants est supérieure à la natalité. Et malgré le fait que l'éléphant puisse atteindre 60 ans, il ne se reproduit pas facilement. En Thaïlande, la population globale baisse de 3,5% par an. Si ça continue à ce rythme, d'ici 30 ans, il n'y aura plus d'éléphants en Thaïlande. Le rachat des éléphants et leur réintroduction dans leur environnement naturel ne représentent que 50% de notre travail. L'autre partie concerne le programme de reproduction pour faire en sorte que le nombre de naissances soit au moins égal au nombre de décès. C'est seulement quand cet objectif sera atteint que nous pourrons proclamer le sauvetage durable des éléphants. La mission de la Fondation est capitale. Elle nous donne la possibilité de rétablir un lien indispensable avec la nature et, ce faisant, de revitaliser l'écosystème non seulement pour la Thaïlande, mais pour le reste du monde. Car en rendant les éléphants à la forêt, nous protégeons non seulement les éléphants, mais aussi la forêt et l'interdépendance de toutes les espèces. Sans les forêts, il n'y a plus d'éléphants. Et sans éléphants, dans quel monde vivrions-nous ?